À travers ce film, nous vous emmenons dans les monuments silencieux, mais pourtant porteurs d'échos du passé. Ils ont été spectateurs de la transition de l'histoire, des témoins muets du fil du temps, un écho de leur passé silencieux. À travers le dernier millénaire, Delhi fut le foyer de puissances impériales. Certains récits retracent l'origine de la ville, jusqu'aux mythes embrumés où les héros légendaires du Mahabharata fondèrent leur capitale, Indraprastha, près de la rivière Yamuna. L'évidence même d'habitation durant les temps anciens, un monument hors temps, datant des siècles médiévaux, indique que les lieux furent habités à travers l'histoire. Aujourd'hui, Delhi grouille des activités de la ville capitale au seuil du XXIe siècle. À part être le centre politique et administratif du pays, la ville est aussi la demeure d'une classe moyenne, pleine d'entrain, professionnelle et entrepreneuse, qui fait avancer Delhi par ses aspirations. Des gens de toutes les parties de l'Inde ont cheminé vers Delhi pour nourrir leurs rêves à travers les diverses opportunités qui prospèrent ici. Comme Delhi loge une population toujours grandissante, cela ajoute des sections concentrées à sa périphérie, englobant à grands pas ces villages qui gardent tout de même leur nom rustique et leur saveur, même lorsqu'ils se trouvent absorbés par les limites de la ville capitale. Même parmi les nombreux quartiers résidentiels et commerciaux, ce n'est plus qu'une surprise de trouver des monuments du passé qui font résonner l'histoire alors que les gens présents s'y arrêtent. En 1192 après Jésus-Christ, Mohammed Ghori d'Afghanistan vaincut Raja Prithviraj Chauhan. Au lieu de simplement déporter les Goutis, comme le firent d'autres envahisseurs, il confia au général Qutbuddin Aybek de conserver le domaine de Delhi, ce qui initia une nouvelle perspective architecturale dans la ville. Afin de former l'ombre du dieu à l'est comme à l'ouest, comme une expression architecturale de victoire, le sultan Qutbuddin Aybek commença ma construction en 1199. Malgré le fait qu'il ne put construire que le premier étage, d'autres sultans ajoutèrent par la suite à ma grandeur pour faire de moi la tour de pierre la plus haute de l'Inde avec mes 72,5 mètres. Mes murs en pente coulissante, ainsi conçus pour renforcer ma structure, furent construits en 3 étapes principales. Du grès rouge fut utilisé pour ma structure principale, alors que les niveaux supérieurs sont faits de marbre. Mon premier étage, fait de bandes alternées, de demi-cercles et d'appuis angulaires, fut construit par Qutbuddin Aybek en 1199. Son successeur Shamsuddin Iltmish construisit les 3 étages supérieurs. Le deuxième étage n'a que des appuis en demi-cercle, alors que le troisième n'a que des positions angulaires. Le 5e étage fut ajouté par Feroz Shah Tughlaq en 1368. Ma hauteur escarpée, avec le même alignement tout au long de ma structure, ses supports sont embellis par de magnifiques bandes de calligraphie arabe. Des balcons projetés faits par des tuiles à crampons et des rayons sculptés soutiennent ma surface extérieure, alors que 379 marches conduisent à mon sommet. Dans la cour se trouvent les célèbres colonnes de fonte qui datent du IVe siècle.
faites de fonte malléable presque pure. Ces colonnes indiquent les compétences métallurgiques avancées des Indiens anciens. Une célèbre légende dit que si l'on peut entourer la colonne de nos bras, nos vœux deviendront réalité. Bien que la ville de Delhi se soit agrandie au-delà de la puissance de l'horizon, avec beaucoup de monuments, lorsque les visiteurs viennent m'admirer, ils ne cessent d'être éblouis. J'ai été le titulaire du site de l'héritage mondial par l'UNESCO. Selon la légende, le guerrier turc Giyazuddin Tughlaq se tenait un beau jour sur une colline rocailleuse avec son monarque lorsqu'il exprima que ce site serait parfait pour y construire la forteresse. Le monarque lui renvoya la remarque qu'il pourrait la construire le jour où il serait lui-même monarque. Après quelques étranges événements, Giyazuddin Tughlaq érigea son trône en 1331 et en l'espace de 2 ans, il avait construit la ville fortifiée massive qui semblait être l'œuvre de géants. Mes nobles murs de pierre escarpés faits de quartz, mortiers de chaux et de contreforts avec remparts s'élèvent jusqu'à 10 mètres. Ils s'étendent sur 7 kilomètres en un octagone et furent retranchés par un mortier sur 3 côtés avec un réservoir dans la périphérie sud. Je fus construit par le grand roi guerrier Giyazuddin Tughlaq pour protéger ses sujets des Moghols, qui étaient une constante menace pour les gens de Delhi. À l'intérieur de mes murs, le sultan construisit un vaste complexe de palaces, résidences, mosquées, réservoirs et marchés qui animaient la vie. Le sultan construisit également sa mausolée près de la forteresse. À cette époque, les gouverneurs considéraient comme prudent le fait de construire leur lieu de repos final de leurs vivants. Comme la forteresse, son tombeau fut encerclé de hauts murs renforcés par des remparts. Ce tombeau octagonal complexe se tenait à la base au centre d'une grande étendue d'eau créée par des barrages érigés entre les collines s'élevant à l'est. Depuis la forteresse, le sultan cheminait jusqu'à sa tombe par une chaussée de 550 mètres de long, et il entrait dans le complexe en passant par une porte imposante en grès rouge. Les murs de la tombe carrés en grès rouge en pente à l'intérieur, et les arches pointées sont bordées de bourgeons de lotus. Après la mort du sultan, les gens qui demeuraient entre mes murs quittèrent, les palaces s'effondrèrent et les marches devinrent silencieux. Selon la légende, l'Inde vit tout d'abord la demeure de l'Indira, le dieu des cieux sur les bords de la rivière Yamuna, près du Puranakila, le vieux fort. L'évidence d'anciennes habitations près du site naquirent lorsque des excavations archéologiques systématiques à l'intérieur de Puranakila rapportèrent des pots en grès peints qui datent du 1er millénaire avant Jésus-Christ. Des poteries, pièces datées de cultures de siècles plus tardifs, furent aussi déterrées, indiquant que cet endroit fut continuellement habité au cours des millénaires, ce qui fait de Delhi une des plus anciennes villes vivantes du monde.
1533, l'empereur moghol Humayun choisit ce site ancien pour construire sa ville capitale fortifiée. Les murs de l'Imphama, qui signifie refuge des fidèles, furent bientôt construits. L'empereur Humayun fut rejeté par le guerrier afghan Shir Shah Suri en 1540 et dut fuir en Perse. Shir Shah Suri démolit l'Imphama et à sa place je fus construit. Mes murs solides en grès rouge s'étendent sur 2 kilomètres de long et furent ponctués d'imposants remparts et de portes avec pont-levis. Entre mes murs, la mosquée Kinarikona et le Sher Shah Mandal furent construits par Sher Shah Suri. Avec le soutien du Shah de Perse, l'empereur Humayun retrouva le contrôle de Delhi en 1555 et s'installa en ma demeure et compléta ma construction. La Kinarikona est une mosquée délicate aux proportions singulières. Sa façade en texture est sectionnée en 5 arches avec de délicates décorations. Au-dessus de chaque arche se trouve une petite fenêtre ovale soutenue par des supports. Du marbre fin est inséré dans l'œil de l'arche centrale. Le jeu de couleurs judicieux et magnifiquement décoré à l'intérieur donne à la mosquée une grande élégance. Le Sher Mandal est une petite tour octagonale de 2 étages couverte d'un chhatri. Construite de grès rouge, elle est légèrement ornée de marbre. C'était une station de plaisir du temps de Sher Shah Suri, mais lorsque l'empereur Humayun revint, il en fit sa bibliothèque. Comme l'empereur était profondément intéressé par l'astronomie, il prenait plaisir à observer les étoiles depuis son toit lors de soirées tardives. Durant la soirée du vendredi 24 janvier 1556, l'empereur eut une chute fatale. Mais ses nobles choqués gardèrent sa mort secrète jusqu'au retour du Pendjab du jeune Akbar. L'empereur déplaça rapidement son centre d'intérêt sur Agra et Fatehpur Sikri, et avec cela, mes jours de gloire virent leur fin. Dans l'effort de consolider un royaume, la plupart du règne d'Humayun se déroula dans une atmosphère de guerre plutôt que de paix. En 1565, 9 ans après sa mort, sa veuve commença la construction d'un tombeau magnifique pour son mari défunt, où il pourrait se reposer en paix éternellement. Je fus construit par la veuve angoissée de l'empereur Humayun, Haji Begum, sur une période de 8 ans. Les années d'exil en Perse avaient énormément influencé les sensibilités artistiques de l'empereur et de sa Begum, ce qui se manifeste dans la structure de mon tombeau. Je fus dessiné par le célèbre architecte perse Mirak Mirza Djihat et me tient au seuil des expressions distinctes de l'architecture moghole de l'Inde.
Bien que le concept d'une tombe-jardin n'était pas nouveau en Inde, c'était dans ma structure que plusieurs éléments architecturaux et dessins apparurent pour la première fois en Inde. Comme haute entrée, entre les murs de fermeture, se trouve le charbagh, une forme sereine de jardin, découpant le carré par des canaux d'eau. Au-delà du jardin, je me tiens sur une haute falaise, faisant face à des ouvertures en arche qui abritaient autrefois des voyageurs. Ma structure carrée symétrique de grès rouge est bordée de marbre noir et blanc. L'arche centrale de chaque côté, les charmants recoins, les nombreuses arches enfoncées créaient un effet magique de lumière et d'ombre tout au long du jour. Ma structure est couverte par un double dôme en marbre qui conserve magnifiquement les proportions internes et externes du tombeau. Chhatris, un élément d'architecture indigène faisant penser à un parapluie, brise le contour du toit et rappelle la synthèse de deux cultures, la Perse et l'Inde. Les simples lignes éminentes de ma structure présentent une symétrie complète et la proportion du tombeau qui sont aussi connus que ses jardins carrés. L'arrangement intérieur du tombeau est aussi rempli de surprises. Non pas comme d'autres tombeaux plus anciens qui n'avaient qu'une chambre centrale, celui-ci possède un ensemble de chambres ouvertes sur le cœur du tombeau. À l'intérieur de la chambre spacieuse, centrale, se trouve le célota de l'empereur. Des filtres de douce lumière pénètrent comme à travers un écran sur le célota. Le corps de l'empereur se trouve en dessous afin de reposer sans être dérangé par les personnes qui visitent sa sépulture. Il est dit que ma structure fut l'inspiration pour le Taj Mahal. J'ai été déclaré un site de l'héritage du monde par l'UNESCO. Au milieu du XVIIIe siècle, la puissance de l'empereur avait diminué et plusieurs provinces se déclaraient autonomes. La province de Awadh, aujourd'hui l'Uttar Pradesh, continua cependant de garder des liens étroits avec le monarque moghol. Mirza Mukim Abdul Mansur Khan, attitré Safdarjung, était le Nawab d'Awadh de 1719 à 1748. Après la mort du Nawab Safdarjung en 1754, son corps fut transporté à Delhi afin d'être enterré. Je fus construit par le Nawab Shuja-ud-Dowla, le fils dévoué du Nawab Safdarjung. Mon mausolée fut inspiré par le tombeau de l'empereur Humayun. Je suis érigé au centre d'un charbagh.
Ma structure carrée compacte se tient sur de hautes plinthes avec des ouvertures en arches qui sont ornées de décorations délicates et détaillées. Les murs de mon mausolée sont couverts de grès rouge et blanc, éclaircis par l'inclusion artistique de marbre. Au centre, l'on est conduit à la chambre dans laquelle se trouve le Sinofa du Nawab. En dessus de l'arche centrale impérieuse se trouve une ligne délicate de dômes en dessus desquels s'élève le plus grand dôme du tombeau. Les coins de la structure se terminent en des tours polygonales couvertes par un chhatri. Les visiteurs entrent dans le complexe par une impressionnante porte à 2 étages au centre du mur est. À l'intérieur de mon complexe se trouve une mosquée en grès rouge surmontée par 3 tombes. Ce sont Moto Mahal, ou le palace des pères au nord, Pacha Pasand, ou le favori du roi au sud, et Jongli Mahal, ou Sylvan Palace à l'ouest. Mon style architectural influence les mausolées suivants, construits pour les royaux dans la province de Awad. Mais après ma construction, il n'y eut plus d'autres tombeaux-jardins construits à Delhi. On se réfère à moi comme étant la dernière lampe vacillante de l'architecture moghole à Delhi. Après avoir transporté la capitale de Delhi depuis Agra en 1638, l'empereur moghol Shah Jahan commença la construction d'une nouvelle ville murée, Shahjahanabad, et il établit la fondation de grès rouge de la citadelle Qila Mubarak, aujourd'hui connue sous le nom de l'Al-Qila. L'empereur était un grand patron des arts et de l'architecture, et durant son règne, le marbre blanc fut employé pour plusieurs de ses structures, celles-ci sculptées et décorées magnifiquement, avec l'insération de pierres précieuses qui embellissent de manière éblouissante les palais qui sont témoins de la période du règne moghol et de son déclin. Je fus construit entre 1639 et 1648 sur les bords de la Yamuna, en tant que résidence fortifiée du grand empereur Shah Jahan. Les royaux, nobles et ambassadeurs entraient dans mon domaine par la porte de Lahore et défilaient à travers Chata Chowk, une arcade couverte de 2 pierres qui était une arcade de magasins agitée, comme elle l'est encore aujourd'hui. Un peu plus loin s'élève le Nakar Khana, sur une maison où était jouée de la musique martiale 5 fois par jour, tous les jours. Encore plus loin se trouve le Diwan-e-Am, ou le hall d'audience publique, un grand pavillon en grès rouge, où l'empereur était assis sur une plateforme en marbre, sous un baldaquin couvert de pierres précieuses. En ces jours, le Diwan-e-Am était parfaitement décoré avec des textiles brodés d'or, d'argent et de perles.
Au-delà de Yivaniam, près de la rivière, se tenaient des pavillons magnifiques à travers desquels s'écoulaient des ruisseaux de paradis. Parmi ces palais était le grand Diwan-e-Khas, ou hall d'audience privée, où l'empereur était assis sur un trône taillé en pan resplendissant. Et il y recevait des visiteurs honorés. Sur un des murs est inscrit le couplet « S'il y a un palais sur terre, c'est celui-ci, c'est celui-ci, c'est celui-ci. » À l'extrémité sud des palais se tient le Mumtaz Mahal, qui est aujourd'hui le musée d'archéologie de Delhi et contient des expositions magnifiques sur la période moghole, avec des peintures miniatures, des manuscrits, des épées, textiles et objets décoratifs. Bien que mes jours de prestige aient fané, ces expositions emmènent le visiteur dans la grandeur sans masque de la cour moghole qui exista entre mes murs. Peu de villes dans le monde contiennent le plaisir historique et architectural des arts de Delhi. En plus des monuments présents ici, il en existe des centaines d'autres qui retracent l'histoire et les aperçus individuels d'architecture. Un site peu commun est le Jantar Mantar, une nécrologie à ciel ouvert, qui est une collection d'institutions scientifiques honorées construite en 1774 après Jésus-Christ. Les ruelles étroites de Delhi sont remplies de monuments engouffrés dans des bazars bondés où les descendants des artisans de la cour et les commerçants se tiennent et vendent leurs arts et commerces. Les pensions alimentaires de Delhi sont au mieux découvertes à travers de nombreux monuments.